Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Alexandra Abramczyk, la créatrice de la marque éponyme. Bonjour Alexandra, bienvenue dans Rubis sur Canapé, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous êtes Alexandra Abramczyk et vous êtes la créatrice de la marque éponyme. Tout à fait. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter un peu le chemin qui vous a mené à créer une maison de joaillerie? Eh bien, j'ai commencé, en fait, c'est depuis ma tendre enfance, pardon. J'avais une belle-mère qui collectionnait les bijoux victoriens et qui était extrêmement passionnée par ça. Et moi, comme mes parents étaient séparés, je faisais un week-end à Londres, un week-end à Paris. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Elle m'emmenait régulièrement voir ce qu'elle achetait dans les antique fairs à Londres. Et puis, mon père était collectionneur d'argenterie et de très belles pièces aussi. Donc, je faisais les antique fairs avec mon père, qui était le week-end, généralement le dimanche, dans les hôtels. Et moi, j'allais avec lui. Lui, il allait voir l'argenterie, les pièces 1930, l'Art Nouveau, les choses comme ça. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'allais voir toutes les vitrines de bijoux très excitée. J'adorais ça. Donc en fait, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ça toute ma jeunesse. Et c'est comme ça que mon œil s'est aguerri au fur et à mesure du temps avec les pièces, les bijoux. On m'a expliqué, on m'a montré. J'ai eu cette belle-mère géniale. Qui était à la fois décoratrice et en même temps qui faisait des livres de cuisine et qui en même temps est complètement passionnée. Et c'est une femme incroyable qui s'appelait Nathalie Hambro, qui maintenant vit à Naples. Et elle est incroyable. Et donc voilà, ça c'est pour mon enfance. Et puis c'est comme ça que j'ai eu envie. Et puis en grandissant, j'ai commencé moi par une école de stylisme qui n'avait rien à voir du tout, mais toujours avec les matières, avec les couleurs, ça me plaisait. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout. J'ai fait l'école Berceau, et je me suis rendu compte que très vite, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Ensuite, je suis partie à Madrid avec mon premier amour, avec qui je suis partie vivre 10 ans en Espagne. Ah oui. Et là, je faisais de la restauration de meubles anciens. Et je faisais tous les cadres 18e à la feuille d'or, les stucs, les trompe-l'œil, les faux marbres. J'ai fait les beaux-arts. Pour les cadres, vous aviez fait des études spéciales ou c'était... J'ai fait une école en fait. J'ai fait une école spécialisée en fait dans tout ce qui était restauration de meubles anciens. Voilà, ça s'appelle Restauración de Muebles Antiguos. Et en fait, je faisais ça. En même temps, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mm-hmm. J'ai fait les beaux-arts aussi à Madrid. Et ça, c'était long aussi, j'imagine, ou c'est assez rapide? J'ai fait 4 ans les beaux-arts à Madrid et j'ai adoré parce qu'on touche plein de choses différentes. Et vous aviez une spécialité ou c'est assez général comme école? C'est assez général parce que moi, j'adorais tout ce qui a trait au bois et à la sculpture du bois. J'adorais ça. J'adorais tout ce qui était sculpture en glaise, en terre cuite. J'adorais le dessin au fusain. Enfin, moi, j'ai une chance, c'est que je suis très curieuse et j'adore beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Et en vieillissant, j'ai fait des techniques différentes, en fait, parce que, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la restauration de meubles anciens, ce que j'aimais, c'était le raffinement de travailler sur les cadres anciens, de poser l'or avec une pierre d'agate, mettre l'assiette rouge en dessous, poser les feuilles d'or. Enfin, ça avait une délicatesse qui me plaisait beaucoup. Puis quand je suis rentrée à Paris après ces 10 ans, j'ai fait un cours qui s'appelait le cours Renaissance, qui était du stuc, du trompe-l'œil, du faux marbre, et c'était en grandeur nature, vraiment très très grand. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce qui était géant. Et puis, j'avais pas du tout envie de travailler avec un poste radio dans le froid, chez les gens, faire des immenses glacis sur des murs. J'avais pas du tout envie. Et je pars en Argentine dans ma famille, parce que je suis moitié argentine, et je pars en Argentine dans ma famille, et j'ai un oncle qui est toujours très proche pour nous expliquer à chaque enfant de la famille. Il adore jouer le patriarche, parce qu'on n'a plus notre grand-père qui était un monsieur assez incroyable. Il a remplacé, lui, mon grand-père, et il a commencé plus ou moins chacun de nous aider à trouver notre voie. Donc, il avait vraiment toujours envie de nous aider à ça. Donc j'arrive avec lui, on va déjeuner tous les deux au Cipriani, tous les deux. Et puis il me dit, écoute Alex, maintenant il faut que tu trouves ta voie, donc on va mettre avec tout ce que tu as fait le pour et le contre. Donc on a mis le pour et le contre. Et de là est arrivé qu'en fait j'avais envie que d'une chose, c'était de faire de la miniature.
En fait, je préférais tout ce qui était miniature. Et puis, je suis arrivée aux bijoux. Il m'a Et dit, Alex, puis c'est ce que tu dois faire. pourquoi la miniature? Juste comme ça d'instinct ou il y avait une raison Bah, particulière? d'abord parce que quand on a mis le pour et le contre, je lui ai dit que j'adorais les bijoux, j'adorais plein d'époques de bijoux. Mm. Je lui ai expliqué ce que j'aimais, ce que j'avais vu, ce qui vraiment ça me plaisait et tout. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Puisque tu as cette formation depuis petite, c'est quelque Mm. chose avec lequel tu as été habituée, donc vas-y, rentre dans ça, fais ça. Et je suis rentrée et j'ai fait la BGO, j'ai fait l'école de gémologie, j'ai tout fait. Après, je suis arrivée chez Cartier pour faire un stage avec Micheline Kenoui, qui est une femme merveilleuse. Et un Et stage du coup à la cheville ou plutôt... non, non, pas du tout, au dessin là-haut, D'accord. au 13 rue de la Paix, là-haut au dessin, directement à la Hojo. Il y avait Micheline Kenoui et Jacqueline Karachi, Ah, qui aujourd'hui génial. s'occupent de tout ça. Et Jacqueline, à l'époque, elle travaillait avec Wilfried, Catherine, tout ça, pour tous les dessins. Elle faisait toutes les parties indiennes, tout ce qui Mm. était collier, bague, tout ce qui était comme ça. Après, Wilfried et l'autre monsieur dont je ne me rappelle pas le nom faisaient tous les animaliers. Et Catherine faisait toutes les bagues spécialisées pour les commandes privées. Et donc, en fait, je devais rester faire un stage de 3-4 mois. Et en fait, je suis restée pratiquement 2 ans. Je suis retournée voir Micheline pour lui dire, oh, j'ai tellement aimé, tu veux rester? Je dis oui, oui, je veux rester. Donc, elle m'a gardée. Il m'avait proposé un travail chez Van Cleef, mais je n'avais pas envie. Et en fait, entre-temps, moi, je voulais aller travailler chez Graff. Et je suis partie à Londres. Et je suis allée voir Monsieur Graff pour lui demander s'il voulait bien me prendre en stage. Il m'a dit non, non, je ne vous prends pas en stage, vous finissez quand Cartier? Je lui dis moi j'ai fini. Et il me dit bah, je vous prends dès que vous pouvez. J'ai dit très bien, la semaine prochaine, je ferme mon appart et j'arrive. Et je suis Waouh. partie comme ça, en une semaine, pour travailler avec lui pendant 2 ans. J'ai eu un accident de voiture en fait, c'est ce qui a fait que je me suis arrêtée. J'ai fait 3 tonneaux sur l'autoroute à Grasse, je me suis cassé la tête de l'humérus, un monsieur qui s'était endormi au volant de sa voiture alcoolisée. Bah, du coup, je ne suis pas retournée. Et Laurence m'avait dit, tu reviens quand tu veux, tu te soignes tranquille et tout. Et en fait, j'ai eu envie de travailler moi. En fait, donc à l'époque, j'ai monté un boudoir. Je suis partie en Inde pendant 1 mois et demi. J'ai acheté des pierres parce que Micheline Kenoui avait été adorable. Quand je suis partie, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis à terme, j'aimerais vraiment monter une petite structure de bijoux Ojo, pièces uniques. Donc je lui dis je voudrais partir en Inde acheter des pierres et elle m'avait dit écoute voilà Alex, c'est pas compliqué, je vais te donner les fournisseurs de Cartier. Je veux pas que tu te fasses avoir avec les pierres. Moi j'ai toujours eu beaucoup de chance. Parce que franchement, j'ai eu que des gens attentionnés, gentils, tout plein d'amour. Peut-être parce que je suis très douce et très positive et très Et puis colorée peut-être que parce et que très si gaie c'était votre destin et que voilà, ça aussi. s'est fait comme ça. Complètement. Et donc, du coup, je suis partie en Inde pendant 1 mois et demi. Où Et ça en encore aujourd'hui, Inde? à Jaipur. Et en fait, encore aujourd'hui, le petit garçon qui avait 8 ans, qui jouait par terre, 6-7 ans, qui jouait par terre à 4 pattes, aujourd'hui, maintenant, c'est celui qui me sert. Et je connais toutes les générations du père, du fils, des 3 frères, des enfants, je les connais tous. Quand je vais acheter des pierres, c'est le fils qui jouait par terre qui s'occupe de moi, trop mignon. Comme j'ai un grand-père indien, j'ai toujours été... Alors, j'ai un truc, ça je sais pas, parce que ma mère m'a pas élevée dans une... rien d'indien particulièrement, mais moi j'ai toujours été complètement obsédée par l'Inde, obsédée par les bijoux indiens. Puis moi, en fait, vous savez, l'Inde, quand j'y vais, j'ai l'impression que je suis chez moi. Dire que j'arrive, je suis allée une trentaine de fois, et quand j'arrive là-bas, en fait, avec les marchands de pierres, je mange avec eux par terre. Aujourd'hui, maintenant, ils ont des tables. À l'époque, on mangeait par terre, et c'était sa femme qui faisait à manger. Et puis maintenant, on a une table, et tout. Alors, la dernière fois que je suis retournée, je leur ai dit, mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ils se disent, non, on ne peut plus recevoir les clients comme toi, parce que toi, on te faisait manger par terre, mais maintenant, on veut les inviter à déjeuner. Donc, des gens merveilleux, merveilleux. Il y a un des frères qui est Kalash, qui est à New York et qui s'occupe des diamants et qui fait des choses magnifiques. Enfin bon, c'est une famille merveilleuse, vraiment. Et moi, en fait, c'est comme mes ateliers Ojo que j'avais à l'époque. Je les ai gardés pendant des années. Encore aujourd'hui, mon chef d'atelier, après, quand l'atelier était CHP, où moi, j'ai fait mes premières pièces de Ojo Heavy. C'est pareil, c'est Micheline qui m'avait dit, voilà, il faut que tu ailles dans cet atelier si tu veux faire des pièces. Eux, ils font des choses très, très belles. C'est les ex-ateliers de Boivin. Ils font des choses très belles. Et je suis arrivée là-bas, j'étais toute jeune. Et ils m'ont pris sous leur aile et j'ai commencé à dessiner mes premières collections qui étaient que des pièces avec des grosses pierres, des camaïeux de couleurs, très gourmands. Parce que toutes mes collections, que ça soit aujourd'hui ou avant, c'était toujours très coloré et très gourmand. C'est vrai que c'est très coloré et justement, j'avais une question où je me demandais comment on fait pour que ça fasse une belle association de couleurs avec autant de couleurs. Est-ce qu'il y a un peu des règles, etc. à respecter? Comment vous faites alors? En fait, j'ai l'amour des couleurs. Déjà, pour commencer, j'ai vraiment l'amour des couleurs. C'est-à-dire que depuis toujours,
J'associe les couleurs, je mélange les couleurs, j'aime les camailleux, j'aime les dégradés. Et quand je travaille tout ça, je travaille pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis toutes mes pierres, tous mes dégradés, un par un, avec mon marchand de pierres, je suis là. Parfois, je vois des collections de bijoux où les personnes mettent des soi-disant mélanges de couleurs, et je suis toujours triste parce que je me dis, oh là là, ils ont oublié cette couleur, ils ont oublié cette couleur, s'ils avaient mis cette couleur, c'est marrant. Ça aurait été tellement plus joli, pourquoi ils ont mis ces couleurs-là? Et moi, j'y vais, en fait, parce que pour moi, la couleur, c'est vraiment une énergie folle. En fait, Et pas comme de c'est très limite joli. et se laisser un peu aller aux envies, quoi. Bah, en fait, je vais vous répondre. Tout est dans la nature. C'est pas Mm. très compliqué. Il suffit d'être curieux et de regarder. Et de regarder les pétales de fleurs, les intérieurs des fleurs. Vous avez tous les dégradés, tous les camailleux. Moi, j'ai toujours adoré les fleurs, adoré la nature. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui suis extrêmement curieux. Je m'achète des livres sur la botanique depuis toujours. Je dessine, je peins. Donc, j'ai toujours travaillé les pigments, la couleur, toujours. Donc, et il y a tout dans la nature. On trouve tout. Tout. Si vous regardez, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Un hibiscus, il a 3-4 couleurs en dégradé, c'est magnifique. Une pensée aussi. Les mélanges des couleurs, les petits traits là où il faut, les points. Et c'est tellement précis, c'est tellement beau et délicat qu'il suffit de se pencher. Regardez l'orchidée Vanda, qui est une espèce d'orchidée bleue avec des espèces de carrés géométriques blancs dedans. Elle est tellement belle, on dirait un bijou en elle-même. Il suffit juste de regarder, il suffit juste d'être curieux et de s'en imprégner, je pense. C'est comme ça que je fonctionne. D'accord, mais du coup, vous partez plutôt d'une idée, de quelque chose que vous avez vu, ou c'est d'abord vous choisissez la pierre et après vous allez faire le bijou? En fait, quand je faisais de la pièce unique, je partais d'une pierre, et à partir de là, j'avais un marchand de pierres extraordinaire qui venait à l'époque, mais qui n'existe plus, un jeune complètement fou, et qui se mettait avec moi par terre dans le bureau. Et on mélangeait, il avait des petits tubes à essai en Mhm. verre avec un bouchon en liège, et il ouvrait cette espèce d'écharpe géante qu'il avait, où il avait réussi à mettre toutes ces pierres de couleur. Alors il y avait tous les dégradés de tout l'arc-en-ciel, en saphir, en tourmaline, en diamant. Et moi, j'avais qu'à prendre les petites éprouvettes, les mettre dans mon pli avec ma pierre au milieu, et je disais, voilà, c'est ça que je veux comme camailleux. Et après, je faisais des pierres un peu plus grosses. J'utilisais beaucoup les pierres gravées indiennes en feuilles pour tenir mes pierres, et voilà. Et c'est comme ça que moi, j'étais Mao Jo, dans mon petit bureau, mes petites pièces faites par les ateliers Boivin. On a beaucoup vendu aux États-Unis, chez Christie's aussi, et on a beaucoup vendu à une clientèle américaine, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut savoir que les pierres de couleur, les Américains, ils sont très aguerris sur le sujet, ils connaissent très bien. D'accord. Donc, quand on n'a pas besoin, en France, il faut mettre des diamants pour dire que le prix coûte ça. Alors, il y a Mm. des diamants, donc voilà. Alors qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a 25 ans. D'accord. À l'époque, si on mettait pas des diamants et qu'on mettait par exemple une très belle tourmaline pêche, ou une tourmaline bleu jean, ou une tourmaline orange et kaki en même temps mélangées et tout, qui étaient des pierres magnifiques, fastées comme de la résille. Enfin, vraiment, en plus, c'est taille des pierres d'une manière, tout ce que j'aime. C'est tellement original, c'est tellement beau. Donc, en fait, voilà, l'Inde, c'était vraiment magique pour moi, parce que moi, je m'habille en indienne quand je vais en Inde, toujours. Je m'habille avec le panjam indien. Alors, par exemple, le marchand de pierres m'avait toujours dit, c'est marrant, si tu fais en rose et rouge, tu vas acheter que des pierres roses et rouges. Et si tu vas t'habiller en vert et bleu, tu vas acheter que des pierres vertes et bleues. Et c'est vrai en plus. Je me C'est réveillais le marrant. matin, ouais, et en fonction de mon habillement, j'ai acheté les pierres que je portais en couleur, justement. Comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je fais pareil. Je fais des manteaux, par exemple, avec des tissus indiens et du velours. Mhm. Et je me suis amusée à faire ça pour moi parce que je ne trouve pas ce que j'aime. Et puis maintenant, mes copines en Israël, elles s'arrachent mes manteaux pour les acheter. Et c'est que Ah des pièces oui. uniques avec des foulards et des étoiles. Et je rebrode des choses. Je m'amuse beaucoup, beaucoup. Je fais de la mosaïque aussi. Je vais chez les copines, je fais des mosaïques. Mais des Euh, mosaïques en quoi? Chez moi, par exemple, toute la porte de ma maison, c'est des poissons parce que ça porte bonheur. Et en fait, sans le savoir, parce que j'ai des copines tunisiennes qui sont venues en me disant, mais Alex, t'as mis des poissons, c'est top, ta maison, tu te rends pas compte, c'est la protection, c'est hyper important. Moi, je n'avais aucune idée. Mhm. Comme on vit au bord de la mer, j'avais mis des poissons. Et puis un jour, il y avait des travaux chez moi et j'avais un pistolet à colle géant et j'avais une échelle. J'ai commencé à casser des verres vénitiens qui étaient dans mon placard en me disant que j'en avais plein. Donc, c'était pas très grave si j'en cassais 2 ou 3 pour les mettre sur mon mur. Ils seraient là toute ma vie. Alors mon mari me dit, chérie, je lui dis, écoute chérie, ils sont dans un placard, ça sert à rien du tout. Là, au moins, on va en profiter tous les jours. Alors, il a rigolé et je suis montée sur une échelle et j'ai fait une immense mosaïque avec la lune, le soleil, des poissons. Enfin bon, je me suis éclatée. Et petit à petit, des copines m'ont dit, tu vas m'en faire un à la maison sur ma porte, tu vas m'en faire un dans mon jardin. Donc, j'en ai fait 4-5 comme ça à droite à gauche. Et moi, je touche tout, je fais tout le temps des choses.
J'ai tout le temps besoin de créer. C'est hyper enrichissant, mais ça doit être quand même un peu fatigant parfois parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça me fatigue pas, ça me donne une espèce d'énergie, de créativité, ça me remplit. Vraiment, ça me remplit tout le temps dans la Ouais. créativité. Pas lâcher le fil pour tout le temps avoir envie. Là, je vais faire une école de vitrail et je suis hyper contente parce que je rêvais. J'ai toujours rêvé faire ça et j'ai trouvé une école dans laquelle je vais m'inscrire là pour le faire. En décembre, elle commence. Ici, il y a 2-3 écoles vachement bien, donc je suis très contente de les avoir trouvées. Et puis, il y a beaucoup d'artisans. Et j'ai toujours eu envie, mais vous voyez, c'est toujours pareil, ça attrait toujours à la couleur. Oui, Parce parce que que les c'est vrai que c'est vitraux, ça qui est important dans les vitraux, c'est la couleur. Mais du coup, exactement. vous disiez que vous habitez à Tel Aviv, et pourquoi vous avez choisi cette ville? Parce que, en fait, j'avais plus envie de vivre à Paris avec mon mari, et mon mari est israélien, franco-israélien. D'accord. Et donc, un jour, à force de venir ici en vacances et d'être tellement heureux, j'étais tellement amoureuse de cet endroit qui est une espèce de bulle. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est pas du tout ce qu'on vit nous. Nous, on vit vraiment au paradis. Ouais. Vraiment. Moi, je vis avec mes 4 enfants au paradis. Les enfants sont épanouis, on est très très heureux. Il y a la mer à 2 pas, il y a des tas de choses à voir, des gens magnifiques à rencontrer, ils vous ouvrent tout de suite leur cœur, ils sont tellement gentils, ils vivent tout comme si, avec la guerre un peu autour, ils vivent toujours comme si c'était le dernier jour. Comme si chaque jour était le dernier jour à vivre. Et ça donne une intensité. Vous tombez dans la rue, il y a 10 personnes autour de vous. Il y en a un qui vous donne des jus de fruits, l'autre qui vous donne des dattes, l'autre qui vous met les jambes en l'air. Non mais, merveilleux. Et on se sent en sécurité. Non, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. Vraiment, il y a très longtemps. Et donc, en 6 mois, on a tout laissé, on est parti. Comment vous faites avec votre équipe? Vos bijoux, ils sont fabriqués à Paris alors ou Alors, j'ai une partie qui est fabriquée à Paris, une partie qui est fabriquée à Bangkok. D'accord. J'ai des pierres qui viennent d'Inde, des pierres qui viennent de Bangkok. Tout ça, en fait, je travaille tout ça. Et puis au départ, ça a été très difficile parce que moi, j'étais 4 jours par semaine à l'atelier, voire 5 jours, pour faire les maquettes. Vous verrez ça, tous les ouais. pendentifs que j'ai fait avec tout ce qui bouge à l'intérieur, les décors, les petits mondes Les magiques, secret glass? les secrets de glace, voilà. Ouais, ça Je ré- c'est mes préférés. C'est Justement, vos je préférés. voulais que vous m'expliquiez un peu comment ils sont faits parce qu'il y a des choses que pourtant je suis joaillère, mais il y a des choses que je comprends pas trop techniquement là-dedans et je trouve que c'est des pièces hyper intéressantes en plus d'être Alors, jolies. alors, je vais vous expliquer. En fait, je suis partie c'est tellement dur dehors, il faut que chacun puisse avoir son petit monde un peu magique. En trouvant des tas de petits mondes un peu différents, je me suis dit, voilà, en faisant ça, peut-être qu'on aura envie de porter son petit paradis autour du cou. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à faire ça. Les pierres qui bougent et le décor qui bouge, c'est parce que je voulais que ce soit vivant. J'ai eu de la chance parce que dans mes ateliers, il y a un monsieur qui est graveur. L'atelier a disparu parce qu'il a brûlé là, il y a 1 an et demi, malheureusement. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien du tout. Mais bon, l'atelier, du coup, il a disparu. Et en fait, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à la cheville avec ce monsieur qui m'a appris et qui m'a montré comment graver les pièces. Et ça m'a permis de faire Moi, je voulais faire de l'animalier, mais vraiment parfait. Je ne veux pas faire des petits animaux avec les yeux en l'air, les regards un peu comme si... Non, 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 je me suis basée, j'ai fait des photos, on a travaillé comme des dingues pendant 1 an et demi, on s'est enfermés, on a travaillé tout ça. C'est un bord qui doit faire 2 cm d'épaisseur. Au milieu, en arrondi, en poire, au milieu, on a mis le décor, d'accord, on l'a soudé sur le milieu de la tranche. Après, on a mis en Suisse, j'ai fait... tailler des verres saphirs de montre en forme de poire. Donc nous, on en mettait un et après on mettait toutes les pierres, donc comme un gâteau. Je mettais les pierres, je choisissais ce qui était nébuleux dans un décor, je choisissais les pierres qui allaient dans le nébuleux, ce qui était vif avec le vif. Pour vous donner une idée, par exemple, le dragon dans les nuages, lui par exemple, c'était nébuleux parce que c'était les nuages. Donc j'avais choisi de la pierre de lune, j'ai choisi... Et puis mes pierres, c'est des pierres qui sont taillées en homme, qui sont comme des rosquettes, mais comme un peu entre la rosquette et la dragée. Donc elles sont plates, elles n'ont pas de culasse. D'accord. D'accord. Ouais, Donc ouais. ça aussi, ça vous donnait un petit côté nébuleux. Et puis c'est pratique aussi pour les mettre là-dedans, quoi. Exactement, ça glisse bien, ça rentre bien, voilà. Donc, il y a la poire, le décor au milieu, au centre. Hop, clac, je mets une vitre en dessous. On fixe la vitre, je mets mon décor de pierre et clac, on remet une vitre au-dessus. Donc, c'est 2 vitres. Et toutes les pièces sont gravées côté A comme côté B. Vous voyez, c'est-à-dire que la grenouille, elle est pas juste gravée devant et puis quand on se retourne, il n'y a plus rien. Non, tout est fini.
tout est terminé jusqu'au bout. Donc c'était très 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 intéressant et moi c'était exactement ce que je voulais. C'est des pièces en fait. Avant de partir dans la joaillerie, comme moi j'arrive de la haute joaillerie, c'était compliqué pour moi directement de passer à la joaillerie. Oui. Donc j'avais fait ça en fait. Bon, ce qui est extrêmement coûteux et parfois je peux vous assurer que je m'arrête et que je me dis non, je peux pas faire ça. Là, apparemment, je veux faire un sommelier d'amour et je suis partie dans un bijou qui se ferme, qui s'ouvre et tout. Et je pense qu'il va coûter tellement cher que je vais finir par faire une version simplifiée de ce que j'ai créé Oui, parce que mais il sera beau quand même. oui, mais bon, vous voyez, j'ai envie de pousser, j'ai envie d'aller plus loin, mais je me dis non, non, je peux pas vendre ça, des prix comme ça, c'est pas possible et tout. Donc, mais dans la passion de faire ces choses-là, c'est dommage parce que vraiment, on pourrait faire des pièces. Enfin, moi, je pourrais faire des pièces vraiment folles et je me retire beaucoup parce qu'il faut que je reste dans des prix joaillerie. Oui, bah c'est Voilà. vrai que c'est pas forcément facile d'allier toutes les contraintes, mais l'important, c'est de faire ce qu'il y a d'important pour nous dans le bijou. Et pour vous, c'est quoi du coup le plus important justement dans un bijou? Vous voulez dire techniquement Non, ou pas en forcément, général en quand une femme général. porte un bijou? Quand vous avez fait un de vos bijoux et vous dites, ah, celui-là, il est réussi, en fait, pour vous, c'est dû à quoi? D'abord les couleurs, les dégradés des couleurs. Moi, mes ateliers, ils me disent toujours que je suis très perfectionniste parce que, par exemple, c'est très bête, mais j'ai fait des boutons de manchette parce que je suis allée au Louvre et j'ai eu envie de faire une partie un peu égyptienne parce que mes bijoux, c'est des voyages. J'ai tellement voyagé depuis petite que mes bijoux, c'est à l'infini. Je vais toujours décliner des tas de souvenirs, des tas de... Mais par exemple, pour l'Égypte, je suis partie au Louvre et j'ai fait des tas de photos dans les sarcophages, des détails, tout ce que j'ai pu trouver et tout. Et je suis partie sur ma bague œil d'Horus et mes boutons de manchette qu'on n'a pas encore vus, mais qui sont des esclaves égyptiens avec des palmiers de l'autre côté. Enfin, c'est des vendeurs d'esclaves égyptiens. Enfin, c'était ce qui était écrit sous la plaque. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est ça. Maintenant, je ne le dirai pas forcément parce que les gens vont avoir peur. Mais parce qu'il avait cette tête très sérieuse, comme ça, égyptienne, avec son manteau très racé, avec son nez, sa narine qui repart en arrière et tout. Les pauvres, je les ai rendus dingues avec les boutons de manchette. Parce que tant qu'il n'avait pas l'air que je voulais, Ah oui. et je suis partie d'une sculpture en bois sur une poterie où il y avait cette tête d'Égyptien et je suis partie dessus en fait. Donc je l'ai redessiné et ils n'arrivaient pas à me le faire comme je voulais en cire exactement bien. Comme moi, je ne suis pas là pour le faire parce que je ne peux pas le faire moi techniquement. Donc on doit tout travailler avec la caméra, enfin le téléphone là. Donc parfois ça nous prend beaucoup de temps. Au début j'ai eu beaucoup de mal, j'étais très triste de plus aller à la cheville, de plus pouvoir faire ce que je voulais. Et puis maintenant, je me suis habituée parce que je me rappelle chez Cartier déjà, quand on leur a dit qu'ils devaient faire des choses numériques, ils étaient au bout de leur vie et je comprenais tellement. Ils leur avaient donné des stages pour faire des bijoux en 3 dimensions et tout, mais ça n'aura jamais le vécu, la douceur et la beauté d'un dessin gouaché ou d'un dessin où ça n'a rien à voir. Donc l'ordinateur pourra jamais remplacer ça. C'est pas pareil. Et puis moi je vois, il y a des clients qui arrivaient dans les ateliers et ils arrivaient et le dessin, il était grand par exemple, une bague, elle était grande dans tous les crans. Comment voulez-vous qu'après, le monsieur puisse s'imaginer au doigt de sa femme si la chose est grande comme 3 fois ma tête? J'arrivais pas à concevoir que les gens puissent comprendre. Et d'ailleurs, les gens, ils comprenaient rien du tout. Alors qu'un gouaché 3 dimensions, en 2 minutes, la personne, elle l'imagine, elle le voit posé sur un doigt. C'est pas pareil quand même. Oui, non mais c'est sûr. C'est pas pareil. On a la chance d'avoir ces techniques magnifiques et de pouvoir faire du 3D nous-mêmes. Franchement, sur un écran, c'est pas pareil. Donc j'ai eu du mal au départ, et puis bon, maintenant, je me suis faite. Parce qu'il faut vivre avec son temps, et sinon, on est un vieux dinosaure. Et déjà que j'ai un peu de mal. Moi, j'ai pas Facebook, je suis jamais allée sur Facebook de ma vie. Instagram, c'est une cata pour moi. Enfin bon, je suis pas du tout moderne, pas du tout. Mais parce que j'ai mes pinceaux, mes stylos, mes mains, ma tête, j'ai pas besoin de tout ça pour l'instant. J'ai pas envie de faire partie de ça. Comme vous faites pas mal en visio, comment ça s'organise? Alors, vous êtes tous les jours en contact enfin, En fait, c'est quoi votre quotidien, quoi? quand je crée une collection, je dessine tous mes dessins. Je fais des gouachés, 3 dimensions, les dessins techniques d'atelier et j'envoie tout. Et à partir de là, eux, ils commencent à faire des maquettes. Quand les maquettes sont faites, je suis toutes les maquettes de chaque bijou. Pratiquement, quand c'est en période de collection, pratiquement tous les jours, je suis avec eux. On a fait ça, tac, 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 d'accord, là, vous enlevez 1 centimètre, là, si vous pouviez un peu raboter là, jusqu'à ce que ma maquette soit comme je l'imagine dans ma tête. Une fois que c'est bon, paf, ça part, c'est bon. Après, j'ai les choix des couleurs. Mais moi, avant chaque collection, je dessine et je gouache en couleurs et je fais mon dégradé de couleurs parce que maintenant, j'ai tout dans la tête. Donc, hop, ça part en 2 minutes. Et je mets les pierres, je mets ce que c'est, les dégradés, du clair au foncé, du foncé au clair, et je mets tout. Donc voilà, ça part comme ça.
maintenant, j'y arrive bien. Maintenant, c'est chouette. Maintenant, je suis contente. C'est-à-dire que, comme on sait tous les jours au téléphone, c'est les périodes que je préfère quand je crée. Oui, c'est vraiment la partie que vous préférez de votre métier. Ah bah parce que la vente, c'est pas du tout mon... Moi, je n'ai aucune idée de rien. Donc, en fait, quand je crée, maintenant, je fais un peu attention. Je connais un peu les prix des pierres, mais il m'a fallu quand même 25 ans. Hein. C'est quand même un peu long. Et moi, je vis dans une bulle. Moi, je suis un mélange de... Comme diraient mes amis ici, elles me disent c'est un mélange de Peter Pan et de Mary Poppins. C'est vrai, je suis un peu comme ça dans mon quotidien. Donc, non, mais je suis très lunaire. Et puis, j'ai besoin de ce rêve. J'ai besoin de vivre dedans. J'ai besoin d'être Oui, dans et cette bulle. pas être rapporté à quelque chose de trop terre à terre, qui du coup Pas pourrait du tout. casser un petit peu l'imaginaire et la créativité, quoi. Vous savez, je fais pas du tout ce métier pour être connue, ça m'est complètement égal. C'est pas du tout ce que Mm. je recherche. La seule chose que j'aime, d'ailleurs, ça se voit parce que je fais jamais de rendez-vous de rien et je suis pas là avec les dents qui rayent le parquet et on me voit pas et je suis toujours derrière. Mais en fait, pour moi, si j'avais dû être femme d'affaires en même temps que ça, j'aurais vendu mon âme au diable. Ça me ressemble pas. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être derrière, de faire mes créations, d'être là. Moins on me voit, mieux je me porte. Je sais pas comment vous dire. Oui, un peu tranquille, ouais. Si, si, C'est je une comprends. passion. C'est une passion. Donc, ma passion, elle peut pas avoir un attrait collé à l'argent, à la réussite. Ça va pas ensemble. Dans ma tête, hein, attention, hein, parce que chacun est différent. Dans ma Oui, tête oui, à oui. moi, et moi j'ai un mari qui est dans la finance, donc c'est très bien, on est complètement complémentaires. Vous voyez, c'est comme si moi j'étais un ballon avec une ficelle et que lui tient la ficelle et que quand il veut être à mon niveau pour m'expliquer les choses, il tire sur la ficelle et je suis à son niveau. Et le reste du temps, je suis volante à côté de lui. Voilà, c'est comme ça que je me définis toujours à côté de mon mari par rapport à mon travail, parce que c'est ça en fait. Je suis une bulle, je mets des paillettes partout, ma maison est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les murs sont peints, il y a des papiers peints, il y a des objets que je ramène du monde entier. Caverne d'Alibaba. Ouais, Donc, ouais, c'est très gai, j'ai besoin de ça. J'en ai vraiment besoin. oui, d'ailleurs, c'est cohérent avec le fait que vous aimiez bien voyager et découvrir d'autres choses, quoi. J'adore les Ouais, qu'est-ce populations que ça toutes vous apporte différentes. vraiment profondément, les voyages, au Un final? enrichissement. Vous savez, vraiment ma peur ultime, c'est de mourir et pas de voir le plus de choses possibles dans le monde. Je suis une amoureuse des peuples, je suis admirative Oui, c'est plutôt, et du coup, je la culture, l'aspect sociologique, en fait. sociologique et puis je suis fan. Moi, quand j'ai fait beaucoup la Chine avec mon mari parce qu'il travaillait dans plein de choses différentes quand je l'ai connu et on a parcouru la Chine, mais j'ai adoré. Je trouve que tout ce qui est une différence nous apporte. En fait, tout ce qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à chaque fois qu'on arrive à s'en imprégner et rentrer dedans, c'est une richesse, mais c'est une richesse incroyable. Parce que ça nous remet Franchement, en question. c'est pas pour une remise en question, c'est juste de se dire ça existe, eux ils font ça comme ça. Mm. Et puis cet autre peuple, il fait ça comme ça. Et puis mis bout à bout, bah vous, si vous avez la chance d'être curieuse et de prendre des petits morceaux dans votre tête, ça vous donne une richesse incroyable pour la créativité, parce qu'ils vous apportent tous. Ça peut être un tissu, un fer forgé, une poterie, c'est multiple. Franchement, c'est un enrichissement de tous les jours. Mais là, en ce moment, comme on ne peut plus trop voyager, vous le vivez bien ou c'est Vous savez ce compliqué? que je fais? Je me Ouais. fais des documentaires sur documentaires. Dès que je rentre le soir après avoir travaillé et tout, je me mets dans ma chambre avec mes enfants, ceux qui veulent voir avec moi, et je me regarde tous les soirs un documentaire. Un documentaire sur Là, en ce moment, je suis à fond sur l'Égypte. Je sais pas, j'avais très envie, Bah, les c'est assez tombeaux, tout ça. incroyable quand même. Oh, je suis fascinée, je me suis fait plein. Après, j'adore Clint, parce que vraiment, Mm. je dirais que c'est mon peintre préféré. Parce qu'en fait, j'ai ressenti la même chose que lui. Lui, il est arrivé à Venise quand il était jeune et il a regardé le plafond tout peint. Parce que moi, je vais à Venise j'ai toute une partie de ma famille italienne et je vais à Venise depuis que je suis petite. C'est-à-dire que en fait, je pars aider mon oncle qui est dans l'édition. Et quand j'étais jeune, je faisais des traductions en français, espagnol, français pour la foire du livre de mon oncle, enfin la foire du livre où il y avait mon oncle. Et je D'accord. faisais des traductions et j'étais tranquille à l'hôtel pendant une semaine et je travaillais pour mon oncle. Plus mes cousins, comme ils habitent Milan, c'est leur maison de campagne. Et mon père est un fan de Venise. Donc toute ma vie, j'étais à Venise. Et donc, plafonds peints en question, qui sont des petites mosaïques d'or magnifiques. Oh non, mais Wow. mais alors moi, c'est pas ce qui est rentré dans ma créativité en plus, puisque moi, je l'avais déjà, puisque l'or, ça a toujours été pour moi un matériel mais
Je trouve que il n'y a pas plus précieux, plus beau et magique que l'or. Parce que ça brille, parce que c'est lourd, parce que ça a une densité, à la fois une brillance, à la fois une couleur du soleil. C'est la vie. L'or, c'est la vie. Donc moi, je le vois comme ça. Et donc, je regardais donc ce documentaire sur Klimt où il disait que quand il est arrivé à la place Saint-Marc et qu'il est arrivé à l'intérieur et qu'il a vu tous ces plafonds peints, il est tombé amoureux et de là, il s'est mis à mettre de l'or sur ses peintures. Eh ben, je comprends. je comprends ce monsieur. Oui, vraiment. Oui, donc en fait, c'est plutôt une connexion assez sentimentale avec lui. Exactement. Et puis, j'aime sa peinture parce que moi, j'adore les femmes, que je trouve que les femmes sont des fleurs dans un jardin. Je dis toujours à mes amis, vous êtes toutes magnifiques. Elles sont toutes les femmes que je connais dans ma vie sont comme des fleurs dans un jardin. Non, mais vraiment. Et puis, moi, j'attise. J'ai un groupe ici qui s'appelle Les Amours que j'ai créé où ce sont que des femmes. Et c'est un groupe de quoi, du coup? Vous faites quoi? En fait, on fait plein de choses. On fait des choses culturelles ensemble. Je fais des fêtes à la maison, déguisées, pas déguisées. Enfin bon, je suis un peu la reine du thème déguisé, je vous avoue. Dès qu'il y a des paillettes, je suis hyper contente. Dès qu'il y a de la couleur et des paillettes, je suis toute excitée. Donc voilà, et je fais régulièrement des petites fêtes avec toutes les filles. On part, on va planter des arbres. Alors je leur ai fait des déguisements avec des capes parce que je me fatigue, hein, attention. Je fais des déguisements à chacune. Elles sont 12 filles. J'ai fait les bottes avec du gazon, des fleurs et des champignons, avec des grandes capes qu'elles avaient parce qu'il faisait froid, enfin, tout décoré. Bon, je m'amuse. En fait, ma tête, c'est comme si je me dis pourquoi on serait obligé de vivre une certaine morosité. Pourquoi, quand tout le monde est un peu morose ou quand il faut toujours animer cette douceur de vie et l'animer. Et moi, je suis très bon fil conducteur pour rassembler et mettre les gens ensemble. Donc, en fait, cette énergie-là, je l'utilise au quotidien avec ce groupe de filles que j'ai rencontrées en Israël, qui sont des femmes plus merveilleuses les unes que les autres. Et quand je vous disais des fleurs, parce que quand je les découvre une à une, en fait, elles sont à l'égal de chaque fleur. Chacune est une fleur. J'aime toucher la femme. Je trouve que la femme est d'une perfection totale. Et à part Klimt, est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous aimez bien, que vous aimeriez partager? J'adore Murakami, parce que c'est moderne, à la fois c'est coloré, à la fois c'est ludique, et j'aime beaucoup son univers. J'adore l'art nouveau, je suis une fan de l'art nouveau. Encore une fois, parce que c'est extrêmement féminin, que les matériaux utilisés, ce sont des femmes, ce sont des arrondis, c'est beaucoup de douceur. Il y a aussi comme des mini vitraux qui sont les mailles. Moi, j'adore les mailles. Si j'avais pu, j'aurais fait des collections d'émails. Mais bon, ça pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je m'y suis intéressée quand je faisais de la haute joaillerie. Je suis allée, j'étais enceinte de mon fils, j'ai un énorme ventre. Je suis partie en Inde bosser pendant 15 jours toute seule pour trouver des émailleurs et pour voir. Et puis en fait, en Inde, on ne peut pas travailler l'émail vraiment bien. Parce que l'émail, quand vous arrivez, c'est rouge, vous voulez du rouge, et après, non, non, on n'a pas pu, finalement, ça a cuit, c'est orangé. Alors, quand vous faites de la haute jo, quand vous faites des petits bijoux, c'est sympa parce que c'est pas vraiment les couleurs, c'est pas grave. Mais quand vous mettez des pierres pour avoir un dégradé, par exemple, je faisais des paires de boucles d'oreilles avec comme un chandelier d'améthyste du clair au foncé. Et chaque améthyste devait être avec. Donc, c'était une poire, elle devait avoir un encadrement en poire, mais pas du tout collé, un peu plus lâche, de manière à ce que. Et donc, il devait y avoir cette espèce de dégradé du violet clair au violet foncé en fonction des pierres. En fait, l'émail jouait dans la couleur comme quelque chose de très vivant, et les pierres aussi, mais tout ça en quinconce dans ma tête. Donc, j'avais fait toute une collection comme ça avec d'autres pierres et tout. Et en fait, j'ai jamais pu le faire. J'adore, parce que mon grand-père était un collectionneur d'argenterie, énorme collectionneur d'argenterie de 1500, 1400 en émail, en vermeil. J'ai vu ça toute ma vie sur les tables à la maison. Et donc, il y avait beaucoup d'émail aussi parce qu'il collectionnait les œufs Fabergé. Et alors, quand on est petite et qu'on vous ouvre les œufs Fabergé, je ne sais pas quoi vous dire, c'est comme l'émail avec le guillochage à l'intérieur, comme ça, tellement raffiné. Oh, je suis fan, mais fan. Donc, peut-être qu'un jour, je fais une petite pièce comme ça. J'irai à Saint-Pétersbourg et je demanderai à ce qu'on me fasse un guillochage avec vraiment la précision et la beauté de l'or. Mais je suis nostalgique du temps passé et du travail fait à l'ancienne. Donc, c'est difficile pour moi quand je vois des collections avec du plastique sur de l'or, les mailles à froid, là, toutes ces couleurs les lacs, qu'on met. l'époxy. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Mettre de l'or et mettre ça dessus, il vaut mieux utiliser de l'argent ou utiliser même autre chose, parce que de toute façon, on verra jamais ce qu'il y a en dessous, donc ça ne sert à rien. Mais je trouve ça tellement dommage, je trouve que c'est du gâchis. Oh,
Je trouve que c'est un phénomène de mode, ça n'apporte rien aux bijoux, c'est pas joli, ça a un côté bijou fantaisie. Ah non, je suis très triste quand je vois ça, moi. Très triste. Déjà, là, vous avez donc votre beau projet pour les vitraux. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez là ou pas trop en ce moment? Enfin, La c'est déjà photo, pas. Ah oui? ouais, j'aime beaucoup la photo. J'ai fait beaucoup de photos en Inde quand j'allais acheter mes pierres le matin. Je partais le matin très tôt avant d'aller chez mes marchands de pierres et je faisais des photos des gens dans les villages. Et ils n'avaient jamais vu leurs photos. Ils s'étaient jamais vus dans Ah l'écran. Alors, oui, ça doit être donc c'était... émouvant. Ah non, mais vous pouvez pas vous imaginer. J'ai tellement aimé. Je faisais ça tous les matins. C'était passionnant. J'adorais. Au début, ils étaient un peu inquiets. Puis comme j'allais avec pour leur montrer, parce que vous savez ce qu'on dit en fait. Un jour, j'étais en Jamaïque et il y avait un rasta, mais d'une beauté, une espèce on aurait dit un sage. Bon, hein, je ne suis pas fan des rastas en général, mais lui était vraiment divin. Et donc, je lui fais une photo, il vient me voir. On était à une station essence, hein, en plein milieu de rien. Et il vient me voir et il me dit, pourquoi tu ne me demandes pas? Pourquoi tu fais une photo de moi? Tu voles mon âme. Oh là 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 là, ça a été d'une violence. Je lui ai dit, il me l'a dit juste comme ça, mais je me suis excusée 250 fois. J'ai effacé la photo. Je lui ai dit, je suis désolée vraiment. Tu vois, maintenant, je réfléchirai vraiment quand je ferai une photo. Et donc maintenant, quand je fais des photos comme ça, je leur demande. Parce que franchement, j'ai pas envie qu'on me redise ça. J'ai trouvé que c'était vrai Ah ouais. et qu'on peut pas faire ça sans leur demander. Surtout en Inde où il y a les intouchables qu'on a toujours envie de photographier. Il y a des tas de gens tellement différents. On aura envie de tous. Tout est une carte postale. Tout est beau, tout est photographiable. Mais finalement, il faut quand même leur montrer. Alors Ouais. parfois, bien sûr, ils sont à l'autre bout. Et je suis en voiture, clac, je fais une photo. Moi, ça, c'est une photo volée. Mais c'est vrai que, bon, si on peut. Et le problème, c'est que quand on va leur demander, on perd de cet Bah, c'est pas la instantané. spontanéité. Voilà, la Ouais, spontanéité, on l'a plus. Mais vous voyez, la photo, ça me plaît. je Ça me plaît comprends. parce que comme j'aime les gens, j'aime les humains, je les aime beaucoup. Je trouve que cette diversité, je m'assois dans un café, je regarde les gens passer, je me dis, mon Dieu, mais c'est comme dans la nature. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Ils sont tous différents. Mon Dieu, quelle perfection. Vous voyez, je pense toujours à des détails comme ça. Et je suis toujours très interpellée, en fait, dans le bon sens. Et donc, ouais, j'aimerais beaucoup faire des photos. J'en ai fait beaucoup déjà, mais j'aimerais être plus perfectionnée. Arriver à faire des choses un peu plus... Alors, je regrette les chambres noires. Je regrette qu'on puisse pas développer ses photos, choisir son papier, son grain. Et puis, on a des effets qu'on n'aura jamais sur le numérique. Ouais. Même dans le développement, parfois, il se passe des choses dans les bains et tout qu'on n'aura jamais sur du numérique. C'est vrai. Qui rend la photo magique, qui rend la photo unique. Mais vous voyez, c'est pareil, que ce soit ça ou que ce soit tout d'un coup se travailler sur un ordinateur ou peindre et faire ses gouaches soi-même, c'est pareil. On perd de cette authenticité qui était un travail, qui est vraiment un travail de longue haleine et qui est difficile et on est là et on prend son temps et on choisit ses pierres et quand on a terminé, on dessine ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est un vrai travail. Mais finalement, c'est vrai que sur ordinateur, ils mettent 12 heures à vous sortir tout d'un coup une grosse bague avec des tas de numéros, de couleurs, c'est affreux. Et si vous étiez pas créatrice de bijoux, vous seriez quoi? Alors. Oh là là, il y a tellement de trucs que j'aimerais faire, mon Dieu. J'adorerais faire plein de choses. D'abord, je ferais de l'humanitaire. Une fois que j'aurai terminé tout ça, je le sais, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. J'attends que mes enfants grandissent, parce que sinon, je vais pas être très bien si je fais ça. Parce que je suis tellement éponge, je suis tellement sensible, je suis tellement tout ça que j'ai peur de ne pas pouvoir gérer mes enfants en même temps que d'aller m'occuper d'enfants ou de gens. Donc je me suis toujours dit, je vais attendre qu'ils grandissent. J'ai 23 ans, 18 ans, 16 ans et 13 ans. Dès que mon fils a 18 ans, je ferai ça. Je ferai de l'humanitaire. J'irai m'occuper des gens sur le terrain. Mais ça, j'ai toujours voulu le faire. Ouais. Mon futur, à moi, c'est ça. Parce que, en fait, l'argent, c'est une chose. Il y a des gens qui sont très bons pour demander de l'argent. Moi, c'est pas mon truc. Mais moi, j'aime donner de moi, de ma personne, de mon amour. J'ai tellement d'amour à donner que, en fait, je saurais le donner pour faire du bien. Donc, voilà, je me suis dit que j'avais cette chance d'avoir ça. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment la chose que je ferai plus tard. C'est en moi. Aujourd'hui, je m'occupe d'associations qui s'appelle Matanaï, qui est une association en Israël pour les enfants qui sont autistes à Jérusalem. Et on se déguise. Bon, évidemment, hein, je trouve... je suis hyper heureuse, hein, je me déguise et je fais de la barbe à papa et je danse et je chante déguisée en toutes sortes de choses. Et en fait, on a des enfants autistes et des enfants handicapés un peu lourds et un peu trisomiques et un peu tout.
Et en fait, c'est une joie, mais c'est une joie. On leur apporte des cadeaux, on leur apporte des beignets quand c'est Hanouka, et on leur donne de l'amour et du temps, en fait, c'est ça. Ça, c'est un truc que je fais, ou aussi les enfants malades dans les hôpitaux aussi, on leur distribue pour Hanouka, qui est notre Noël, des cadeaux. On leur apporte des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, et on fait tous les étages déguisés en chantant pour eux et tout. Et ça, je vais vous dire, quand vous sortez de là, c'est pas grand-chose, hein, c'est une larme, mais ça vous donne à l'intérieur une espèce de boule d'amour. Hein. Je sais pas, je ressors de là, je pense que j'ai des ailes, je peux m'envoler, je pense. Tellement je trouve ça chouette. Ouais, vraiment. Donc voilà, je fais des choses comme ça parce que j'adore. En tout cas, c'était vraiment super. Tout ce que vous avez raconté, c'était vraiment très émouvant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et d'avoir raconté toutes ces belles choses qui donnent beaucoup de joie et de couleur. Et ça fait franchement plaisir en ces temps un peu difficiles. Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps et merci infiniment. C'était très très chouette. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.